Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. L'année 2013 pourrait être celle du décollage économique de notre pays, l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, la tenue du Forum économique de Abu Dhabi, la maîtrise du portefeuille de l'État et de l'inflation en sont des indicateurs. De ces indicateurs et d'autres points, nous allons débattre dans cette émission spéciale qui reçoit son Excellence M. Kerfala Yansane, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Un débat que nous allons co-animer avec Boubacar Ba, journaliste également à la télévision nationale de Guinée. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur la RTG. Bonjour, monsieur Ba. Première question, monsieur le ministre, nous sommes au dernier mois de l'année 2013. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de la gestion des finances publiques pour l'année qui s'achève? Merci beaucoup de l'invitation. Je voudrais d'abord rectifier le fait que vous avez dit que l'année 2013, je pense que vous pensiez à l'année 2014, qui pourrait être l'année de décollage, parce que l'année 2013 a été une année extrêmement difficile. C'est vrai que nous avons eu le PPTE en 2012, mais c'est vrai aussi qu'en 2013, nous avons connu beaucoup d'événements malheureux, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan économique. Comme vous le savez, les deux sont liés. Lorsque l'environnement politique est difficile, la situation économique également est difficile. Donc c'est un peu cette introduction que je voulais Et ça, on dit quand faire. le politique va, tout va. Disons que des anciens avaient l'habitude de dire « Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne monnaie ». Et le souverain souvent également répondait « Faites-moi une bonne monnaie, je vous ferai une bonne politique ». C'est-à-dire que les deux sont liés. Maintenant, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Je pense qu'en ce qui nous concerne, il y a eu effectivement un lien étroit entre la situation économique et la situation politique. La préparation des élections a eu un impact très négatif sur la conjoncture, d'abord en interne et ensuite en externe. En interne, parce que nos compatriotes qui veulent entreprendre hésitent, et malheureusement, certains ont vu leurs biens détruits, des boutiques fermées pendant de longues périodes. Et tout cela n'est pas bon pour l'activité économique. Et en externe, lorsque tous les soirs, vous voyez à la télévision un pays où on parle d'émeutes, on parle de protestations, là également, les gens attendent. Ils attendent que nous ayons fini de régler nos problèmes pour qu'ils puissent venir. Vous savez, on dit toujours que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire, il faut que nous puissions travailler dans le calme pour que nous puissions avancer et mettre en œuvre notre potentiel. Cela étant, comment l'année 2013 a été difficile, comme il n'y a pas eu d'activité, il n'y a pas eu de recettes. Ou plutôt, les recettes ont été nettement en deçà de ce qu'on espérait. Et lorsqu'il n'y a pas de recettes, les dépenses également s'en ressentent malheureusement. Mais le gouvernement a tenu à ce que les recettes prioritaires sur les secteurs prioritaires soient maintenues. Si bien qu'on a certainement fait des ajustements au niveau des recettes de fonctionnement en biens et services, mais les recettes d'investissement ont été pour la plupart maintenues à leur niveau. Et je puis dire qu'en ce qui concerne l'énergie, les routes, l'éducation et la santé, le gouvernement a tenu à respecter ses engagements. Comment l'année 2013 a été difficile? Lorsque vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas de recettes, mais également la croissance est faible. La croissance qui était prévue pour être de l'ordre de 4,5 pour l'année 2013 n'a été finalement que de 2,5. On avait au mois de juin imaginé, même en septembre, on avait imaginé qu'on aurait pu atteindre 3%. Mais lorsqu'on aurait fait les calculs avec nos partenaires, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tenir. Parce qu'il y a eu beaucoup de manques à gagner, non seulement dans le secteur minier, mais également dans le secteur de l'énergie. Et l'énergie, comme vous le savez, c'est le nœud de la guerre. Lorsqu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'activité. Et donc, cette croissance économique faible a été en deçà du taux d'accroissement de la population, d'où les craintes pour la pauvreté. C'est pour ça que j'ai dit que l'année 2013
a été une année extrêmement difficile. Malgré cela, nous avons maintenu les grands équilibres en ce qui concerne l'inflation, parce que l'inflation, aussi comme on a l'habitude de dire, c'est l'ennemi des pauvres. On avait projeté d'avoir une inflation aux alentours de 11-12% pour la fin de l'année. Ces jours-ci, on a une bonne nouvelle, on a une inflation autour de 10,3%. Donc ça veut dire qu'on avance vers une inflation à un chiffre. Et ça, je pense que c'est rassurant pour les Guinéens, mais également pour les partenaires qui veulent venir investir ici. L'inflation est une bonne nouvelle. La monnaie s'est stabilisée, comme vous le savez, et la Banque centrale est plus ou moins à l'aise car ses réserves de change sont restées pratiquement intactes. Donc je pense que l'année a été difficile sur le plan économique, mais sur le plan financier, nous avons pu préserver les grands équilibres, d'autant plus que le déficit du budget a été ramené en deçà de ce que nous attendions. Donc tout cela pour dire que nous avons préparé le socle pour que l'économie guinéenne puisse rebondir en 2014. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de la faiblesse des recettes. On parle même d'un déficit de 1400 milliards de francs guinéens à fin novembre. Dans quel secteur, pratiquement, les recettes ont plus baissé? Est-ce que c'est les mines ou bien c'est... Je pense que c'est les deux. Hein, c'est les deux. C'est les recettes minières et les recettes non minières. Pour les mines, comme vous le savez, on a eu pratiquement la disparition de l'usine de Frigia. Hein, si bien que les seules usines qui nous donnent des recettes minières, c'est essentiellement CBG et la SAG. Les autres, dans une moindre mesure. Et quand vous savez également que les cours des matières premières pour de nombreux métaux ont baissé, donc leurs recettes également baissent. Prenez l'or qui était monté jusqu'à 1800-1900 dollars l'once, l'or est descendu aux alentours de 1000-1200 dollars. Donc tout cela a une incidence d'abord sur les compagnies et ensuite sur les recettes de l'État parce que ces compagnies prennent sur leurs activités, sur leurs recettes pour pouvoir payer les impôts à l'État. Les recettes non minières également, malheureusement, ont été également faibles parce que l'activité générale a été faible. Donc, je pense que c'est tous les compartiments de notre administration fiscale qui a été touché, bien sûr, certains plus que d'autres. Mais la douane, par contre, a rempli son contrat, je peux dire. Monsieur le ministre, quelle évaluation faites-vous de la deuxième revue du programme de facilité élargie de crédit avec les institutions de Bretton Woods et quelles sont les perspectives qui s'offrent pour 2014? Là également, je dois vous corriger, nous sommes en train de travailler sur la troisième revue et pas la deuxième. La deuxième est passée depuis le début de l'année, donc la troisième, c'est fin septembre. Bien entendu, on essaye de prendre en compte toute l'évolution de toute l'année. Et je pense que les difficultés que je viens d'indiquer ont été prises en compte par nos partenaires. Mais ils ont également été impressionnés par le fait que malgré ces difficultés, le gouvernement a réussi à maintenir le cap pour réduire l'inflation, réduire le déficit de l'État, faire en sorte que la monnaie se stabilise, que les réserves de change également soient stables. Donc ça, je pense que cette prouesse-là, les partenaires le reconnaissent et ils n'ont pas manqué, pas de nous féliciter, mais de nous encourager à continuer pour que l'année 2013 puisse se terminer bien. Parce que même si on fait 2 bonnes revues dans l'année, deuxième revue, troisième revue, il faut finir l'année. Parce qu'en décembre 2013, ce sera la base pour la 4e revue. Donc si on nous trouve bien pour la 2e revue, on nous trouve bien pour la 3e et que à la 4e on nous trouve mal, ça ne sera pas une bonne chose. Donc nous sommes condamnés à faire en sorte que nous maintenions le cap jusqu'en fin d'année et au-delà. Et c'est pour cela que tout le temps, quand vous suivez nos activités, nous sommes en réunion avec l'ensemble des collègues pour évaluer non seulement les performances quantitatives, macroéconomiques, mais également les mesures structurelles qui concernent différents secteurs, les mines, l'industrie,
l'énergie et j'en passe. Monsieur le ministre, je voudrais rebondir sur la question. Malgré ces difficultés que la Guinée a traversées pendant cette année, vous avez réussi quand même à stabiliser le franc guinéen à un niveau de change qui est vraiment acceptable. Quel a été le secret? Non, ce n'est pas de secret. D'abord, c'est une meilleure coordination entre la politique monétaire et la politique fiscale, en ce sens que nous avons le même objectif et nous travaillons ensemble, main dans la main, pour que l'objectif soit atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun fait son travail, mais pour que les deux aboutissent au même résultat. D'un autre côté, il faut qu'on fasse en sorte que les dépenses soient en rapport avec nos recettes. C'est pour cela que nous travaillons sur une base caisse. Vous ne pouvez pas dépenser plus que vous n'encaissez de recettes. Donc lorsque nous faisons cela, cela veut dire que nous ne demandons pas du tout à la Banque centrale de faire des découvertes au Trésor. Au contraire, nous faire la planche à billets. La planche à billets, bon, je ne voudrais pas utiliser le mot, mais comme vous l'avez dit, bon, ben, c'est effectivement ça. On est sorti de cela depuis que le professeur Alpha Condé est là. Et donc, nous comptons sur nos propres moyens, sur nos recettes pour dépenser, pour plutôt financer nos dépenses. Ça, c'est notre côté. Du côté de la Banque centrale, elle fait en sorte que s'il y a des liquidités dans l'économie, qu'elle puisse juguler ces liquidités avec les instruments dont elle dispose. Et un de ces instruments, c'est les réserves obligatoires. C'est-à-dire qu'elle met des points de pénalité sur les banques pour que les banques ne puissent pas utiliser leur liquidité pour faire des crédits de manière inconsidérée. Et ces taux de réserve ont été à des niveaux tels que maintenant nous sommes en discussion pour que nous puissions assez rapidement nous entendre pour que ces réserves puissent baisser et que les banques puissent octroyer du crédit, mais du bon crédit. Monsieur le ministre, après l'atteinte du point d'achèvement, vous avez signé beaucoup d'accords pour le règlement de la dette avec certains de nos pays amis comme la France, le Japon. Quel est l'impact justement de cette dette sur les populations et qu'est-ce qui reste à payer annuellement au niveau de la dette extérieure? Écoutez, on nous pose souvent cette question pour savoir est-ce que les populations mangent le PPTE, bon, pour parler en termes terre à terre. Je pense que les populations bénéficient du PPTE. Parce qu'imaginez un pays qui était surendetté, notre PIB est de l'ordre de 6 milliards et notre endettement c'était plus de 3 milliards. Donc environ 64% de notre PIB. Et bien entendu, leur service, la dette, représentait presque 30% du budget. Alors comment voulez-vous que le gouvernement puisse financer des actions de développement lorsqu'il est obligé de prendre au moins un tiers de ses recettes pour pouvoir payer la dette? Ça sera difficile. Donc je pense que rien que cela déjà montre que arithmétiquement, lorsque le gouvernement a eu la possibilité de ne pas payer ces 30% aux créanciers, et le gouvernement peut utiliser une partie de cet argent-là pour son développement. Reste entendu que ces 30% malheureusement n'existaient pas dans la réalité parce que nous étions endettés et on ne pouvait pas payer la dette. Donc ces 30% n'existaient pas. Mais il y a une petite partie quand même qui existait et cette partie-là, nous pouvons l'utiliser aujourd'hui pour des actions sur les routes, sur les écoles, sur l'éducation, sur la santé. D'ailleurs, avec le partenaire français, nous avons passé un contrat qu'on appelle contrat de désendettement et de développement, C2D. Ce contrat consiste à dire à la Guinée, écoutez, vous devriez nous payer environ 100 millions d'euros. Bon, ces 100 millions d'euros, on les a effacés. Mais pour ne pas que cet effacement-là n'ait pas d'impact pour les populations, nous passons avec vous un contrat pour vous amener à utiliser ces 100 millions d'euros dans des secteurs sur lesquels nous nous mettons d'accord, en rapport, bien entendu, avec vos priorités. C'est ce que nous avons fait. À court et moyen terme. Bien sûr, bien sûr. On a fait une évaluation, c'est de l'ordre de 170 millions d'euros avec la France, en enlevant les autres aspects. Et sur ces 170 millions d'euros, on a réparti en deux périodes
2 périodes de 4 ans chacune. Et la première période a commencé et nous avons identifié avec la France l'éducation qui concerne l'enseignement professionnel, l'éducation primaire pour que les fournitures des élèves puissent être achetées, pour que certaines infrastructures puissent être rénovées. Nous avons identifié l'agriculture et nous avons identifié la décentralisation pour que, au niveau local, tout le monde puisse bénéficier des retombées du PPTE. Bien entendu, l'énergie n'est pas en reste. Un montant est prévu, et là, c'est extrêmement important, parce que nous manquons de projets qui ont des études de faisabilité. Donc, un montant de 7 millions d'euros est prévu pour permettre à la Guinée d'élaborer des études sur des projets, y compris dans l'énergie, pour que nous puissions facilement trouver le financement avec les partenaires. Donc je pense que par ce biais, le PPTE a un visage qu'on peut montrer aux populations en disant ça, c'est le financement du PPTE pour l'agriculture, ça, c'est le PPTE qui a financé pour les écoles, et la rentrée scolaire a été largement financée par le PPTE, je puis dire. Nous pouvons faire le même exercice avec la dette qui a été annulée avec d'autres partenaires. Bon, si tu veux, M. Kaba, restant toujours dans le cadre de la dette, est-ce qu'on peut savoir une idée sur la dette intérieure? Puisque les PME aussi se plaignent beaucoup qu'on ne paye pas. Elle est en audit. Donc je ne peux pas vous dire c'est tel montant, elle est en train d'être auditée. Nous avons trouvé des montants faramineux, mais comme vous le savez, d'année en année, cette dette-là était auditée, et lorsqu'on auditait, le montant devenait encore plus important qu'avant l'audit. Alors cette fois-ci, nous sommes assistés par des partenaires, en l'occurrence l'Agence française de développement, qui va recruter des cabinets internationaux qui vont regarder de très près cette dette pour que vraiment on en finisse avec cet attroupement-là, pour que l'on sache exactement combien on doit à telle personne et comment on va le payer. J'ai trouvé une situation où, lorsque j'étais à la Banque centrale, j'avais eu à payer des dettes sur instruction du ministère de l'économie et des finances. Je viens aux finances, je trouve les mêmes dettes avec des montants plus élevés encore. Écoutez, je pense que c'est ahurissant. Donc cette dette va être auditée, mais comme vous le savez, le gouvernement a pris des mesures, disons, de facilitation pour les marchés qui avaient été passés pendant la transition 2009-2010. Là également, des marchés faramineux de construction, d'achat de véhicules, des services en tout genre. Ces marchés avaient été gelés, une commission a été mise en place et la commission a commencé à rendre ses conclusions sous la direction de M. le Premier ministre. Ces conclusions sont présentées au gouvernement qui décide d'annuler certains marchés, de les reconduire avec renégociation ou de les reconduire tels que. Et donc nous avons commencé cela. Certains de ces marchés ont déjà été mis dans les budgets par des départements dans le courant de l'année 2013. Il reste entendu qu'il est le ressort de chaque ministère de décider de remettre ces marchés dans ses priorités ou non. Donc nous, ministère des Finances, on a envoyé une lettre à tout le monde pour dire voilà les marchés dégelés, voilà les conclusions de la commission, pour tel marché, il faut annuler. Bien entendu, s'il y a eu des paiements qui ont été faits, il faut engager des actions pour récupérer ces paiements-là. Pour tel marché, il faut annuler, mais s'il y a des travaux qui sont faits, il faut les évaluer et rembourser les intéressés. Pour tel marché, il y a un contrat qui est passé, il n'y a pas de paiement, pas de travaux, mais on peut les reprendre sous certaines conditions. Donc les ministères sont en train de faire ce travail. Certains ont décidé de faire financer certains de ces marchés pour 2013, d'autres ont décidé de les mettre en 2014, peut-être au-delà. Mais je reconnais que le problème de la dette intérieure est un problème sérieux, parce qu'on ne peut pas se permettre simplement de payer la dette extérieure et laisser nos compatriotes. Mais encore faut-il que nous puissions savoir qu'est-ce qui est effectivement... Ce qui est à payer. Ce qui est à payer.
Oui, ce qui est à payer. Voilà ce qui est à payer. Est-ce qu'il y a eu des livraisons? Nous connaissons beaucoup d'histoires où beaucoup de choses ont été prétendues avoir été livrées à l'État, mais c'était des choses fictives. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais vous les connaissez. Monsieur le ministre, si nous restons dans ce domaine, je prends par exemple le cas de la BADAM. Oui. La BADAM, les gens ont mis leur argent à la BADAM et puis la banque a fait faillite. Mais les déposants regardent l'État. Et récemment, les déposants ont voulu se manifester et vous êtes le ministre chargé de l'économie et des finances. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces déposants? Écoutez, je pense que la situation de la BADAM est déplorable, regrettable. Nous ne souhaitons pas que ce genre d'événements intervienne dans notre système financier. Parce que ce genre d'événement peut avoir des effets systémiques. C'est-à-dire que ça va contaminer l'ensemble de la place financière et avoir des effets négatifs. C'est pour cela que lorsque une institution est créée, il faut tout faire pour qu'elle se développe dans l'harmonie, non seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble de la communauté. Malheureusement, on a constaté que cette banque, comme je crois beaucoup de gens ont déjà eu l'occasion de le dire, dès le départ, cette banque a été créée sous des bases peu solides. De tête, je peux citer quelques-uns des éléments qui expliquent ce manque de solidité. D'abord, parce qu'il était prévu que cette banque devait avoir un partenaire de référence qui puisse en asseoir la crédibilité et la solidité technique. Ça n'a pas été fait. Alors que dans la loi bancaire, il est prévu que ce partenaire devait avoir au moins 20%, non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan technique, assurer la supervision des activités. Deuxièmement, l'État, c'était à l'époque que nous connaissons, s'était engagé à participer au financement. Au moins à 50%. En tout cas, je ne me souviens plus de montant. L'État s'était engagé à participer à ce financement. Mais quand moi je suis arrivé, je n'ai pas trouvé ce financement-là. Et je suis arrivé dans un contexte tel que l'État avait d'autres choses à faire que de pouvoir participer dans le financement d'une institution dont nous savions qu'elle était condamnée. Dès les premiers mois de l'année 2011, j'ai indiqué aux autorités que cette banque fera faillite. Dès les premiers mois 2011. Parce que je savais qu'il y avait des difficultés congénitales qui ne plaidaient pas en la faveur du maintien de cette banque. Qu'à cela ne tienne, les choses étant ce qu'elles sont, des concertations ont été engagées. L'État, bien entendu, remplit son obligation de garant au dernier ressort du bien-être des populations, même si l'État a limité sa mise à la banque, mais l'État s'est engagé à rembourser une partie des déposants, surtout les petits qui vraiment comptent sur ça pour leur vie quotidienne. Pour les autres, l'État estime que certainement ils ont pris des risques calculés, parce que pour les autres, c'est des hommes d'affaires avertis. Quand on met des montants importants dans une structure, on doit faire des diligences élémentaires. Et lorsqu'on ne le fait pas, on prend des risques. Et si on prend des risques, bon, je pense qu'il faut les assumer. Mais je ne souhaite pas que ce genre de choses se répètent, parce qu'il y va de la crédibilité de la place, il y va du sort des déposants, parce que si les déposants sont découragés, ça peut faire un divorce entre les épargnants et le système bancaire. Nous avons connu ça. Nous avons connu ça dans les années 86, lorsqu'on a fermé toutes les banques du pays pour faire redémarrer le système. Cela a été laborieux. Alors, il ne faut pas que périodiquement, tous les 5 ans, tous les 10 ans, nous connaissions des crises bancaires. Ce n'est pas souhaitable. Monsieur le ministre, si on regarde un peu sur le plan diplomatique, vous engagez des offensives très pertinentes vers les bailleurs de fonds et vous recevez souvent beaucoup de financements. Et si je regarde par exemple la Banque mondiale ou l'Union européenne, même la BAD, il y a beaucoup de financements qui se dessinent à l'horizon, mais on a beaucoup de difficultés dans les décaissements. Est-ce que c'est la méconnaissance des textes
ou bien c'est le niveau des cadres, ou c'est la passation des marchés? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un peu de tout, M. Ba. C'est un peu de tout. Vous souviendrez que lors de la présentation du budget à l'Assemblée, j'ai parlé de ce phénomène, donc je n'ai pas caché. Moi-même, j'ai parlé de la faible capacité d'absorption. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez des ressources qui sont dégagées, mais vous avez du mal à les absorber, pour plusieurs raisons. La première, c'est peut-être la méconnaissance des règles de décaissement de ces ressources. Mais malheureusement, cela intervient également même dans les projets financés par le gouvernement, donc sur BND. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement avec les ressources des partenaires, avec nos propres ressources, nous avons du mal à décaisser, parce que les gens ne connaissent pas les procédures, mais aussi les gens les connaissent, mais ils ne veulent pas les respecter. Nous avons les problèmes de passation des marchés. Il y a des règles précises. Et lorsque les marchés sont lancés, les commissions font des recommandations, et souvent ces recommandations ne conviennent pas à tout le monde. Alors, on tourne en rond pour pouvoir peut-être modifier les recommandations de ces commissions, et ça traîne, ça peut faire des mois et des mois. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est la lenteur administrative au niveau d'abord des ministères techniques, et peut-être aussi au niveau du ministère des Finances. Au niveau des ministères techniques, nous avons demandé à ce que les ministères techniques, dès que le budget est notifié, qu'ils puissent établir un plan de passation des marchés. Vous connaissez les cycles de notre climat. Lorsqu'il s'agit de routes, il faut que tout soit prêt au plus tard au mois de février-mars, sinon nous rentrons dans la période de mai-juin et la route ne peut plus être faite jusqu'en septembre. Donc lorsqu'il y a ce retard-là, c'est un problème. L'agriculture, la même chose. Il faut que les priorités soient dégagées assez rapidement, que les plans de passation des marchés soient élaborés, communiqués au ministère de l'économie et des finances, au ministère délégué au budget, pour que le ministère délégué au budget mette cela sur la chaîne et que maintenant, elle sache que dans tel mois, il y aura tel marché qui sera passé, donc c'est tel montant qui doit pouvoir être débloqué. Donc c'est toute une machinerie extrêmement complexe. On a dit que on va dépenser pour l'année 12 000 milliards de francs guinéens, mais comment on y arrive? C'est annuel, il faut faire des prévisions semestrielles, ensuite trimestrielles, et ensuite mensuelles, et peut-être même qu'on puisse faire semaine par semaine. Donc tout cela suppose que nous connaissons le plan de marche, le programme de travail des ministères techniques, et qu'eux-mêmes nous les communiquent à temps. Donc je pense qu'il y a tous ces éléments. Bien entendu, nous aussi, chez nous, lorsque les dossiers ont passé tous ces stades et que les appels d'offres sont finis et qu'on vient au paiement, là aussi, il y a parfois des problèmes réels, mais parfois également des problèmes fabriqués. Alors, je crois que c'est un peu tout cela. Parce que certains se plaignent souvent que quand certains cadres des finances n'ont pas leur part dans certains marchés, ils font traîner les papiers. Ah, écoutez, là je vous laisse cette responsabilité, mais ce que je puis dire, c'est que même lorsque le crédit budgétaire existe, si la trésorerie n'existe pas au Trésor, le Trésor ne peut pas payer. Parce que le Trésor paye au fur et à mesure des rentrées fiscales. Donc ce n'est pas parce qu'on a dit que tel département a droit à 10 milliards pour ces programmes d'investissement qu'automatiquement, on va sortir 10 milliards, mettre à la disposition du département. Non. C'est une prévision. Elle peut être réalisée comme elle peut ne pas être réalisée. C'est pour cela que nous avons un trésor qui souvent est chargé de faire en sorte qu'on ajuste ces prévisions aux réalités. Lorsque le trésor perçoit des ressources, il paye. Lorsqu'il ne perçoit pas de ressources, il met une sorte d'état de priorité pour faire passer les salaires, par exemple, qui n'attendent pas, la dette extérieure qui n'attendent pas, les investissements prioritaires comme les routes, comme l'énergie qui n'attendent pas. Tous les mois, nous devons payer les salaires.
qu'il y ait beaucoup de ressources ou pas, il faut qu'on les paye. Nous avons des secteurs comme l'armée, où on doit envoyer du personnel, des contingents au Mali et ailleurs. Il faut qu'on fasse en sorte que ce personnel militaire soit pris en charge. Les problèmes politiques empêchent souvent, une semaine, il n'y a pas de travail, donc encore moins de recettes. Oui, donc quand il y a moins de recettes, le Trésor est obligé d'en tenir compte et d'établir un plan de priorité en disant « je vais financer numéro 1, numéro 2, numéro 3 en fonction des rentrées ». Et cela est objectif. Maintenant, ce que vous dites, ça, je vous en laisse la responsabilité parce que de toute façon, nous, on dit que si un agent sera coupable de telle chose, il sera sanctionné. Monsieur le ministre, à un moment, il a été également question de mettre en place un fonds spécial d'investissement. Oui. Ça veut dire quoi, Excellence? Ça veut dire que c'est une mesure de sagesse. Nous avons perçu 700 millions de dollars en 2011 dans les négociations avec le partenaire Rio Tinto, dans le cadre du projet Simandou. On avait le choix, soit de dire nous avons 700 millions, tout de suite on va les mettre sur le marché et on va commencer à dépenser. Alors que nous savons déjà que même avec nos budgets ordinaires, nous avons ce dont je viens de parler, nous avons le problème de la capacité d'absorption. Alors imaginez qu'avec des ressources ordinaires, on n'arrive pas à décaisser normalement. Alors comment voulez-vous que nous puissions dépenser 700 millions de dollars si rapidement? C'est pour ça que la sagesse l'a emporté, les autorités ont accepté qu'on mette cet argent de côté en réfléchissant pour que nous puissions identifier des projets sur lesquels cet argent sera utilisé et des projets qui laissent un impact. Et l'un de ces projets, c'est le barrage de Kaleta. Donc la décision tout de suite a été prise pour dire faisons un barrage pour que nous puissions résoudre, en tout cas pour une bonne part, les problèmes d'électricité. La Chine s'est déclarée disponible pour pouvoir nous accompagner et elle a indiqué ses conditions. Pour aller vite, au lieu de payer seulement 15% du barrage, le gouvernement a décidé de payer 25% du montant du barrage pour montrer notre volonté, notre engagement à faire en sorte que le problème d'électricité soit derrière nous. Et nous avons engagé d'autres actions dans le secteur de l'électricité, l'achat de groupes, réparation de groupes, la réfection des routes, des voiries urbaines. Vous avez dû voir à Zérékoré pour la fête que le gouvernement a pris ça au sérieux. Vous avez dû voir tout ce qu'on a réalisé comme équipement. Tout cela, une bonne partie provient de cet argent-là que nous avons mis de côté. Et chaque année, nous prenons une partie, nous mettons dans le budget d'investissement pour justement permettre de suppléer à l'insuffisance des recettes ordinaires. Heureusement. Donc c'est ce qui nous a permis, depuis 3 ans, de faire en sorte que nous continuions à financer des investissements d'un certain niveau. Et bien, c'est ce fonds spécial qui l'a permis. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions attirer les partenaires dans ce fonds spécial en disant, écoutez, nous, si nous avons des recettes exceptionnelles, au lieu de les dépenser en fonctionnement, on est prêt à les dépenser en investissement, surtout infrastructure. Et nous souhaitons que vous nous accompagniez, que vous aussi, si vous voulez nous accompagner, vous mettiez de l'argent dans ce fonds et ensemble, on le gère avec transparence et en ce moment, on aura des montants beaucoup plus conséquents pour pouvoir financer notre développement. Donc c'est un peu ça la philosophie du Fonds spécial d'investissement. Bon, monsieur le ministre, parlant toujours des réformes structurelles, quel regard avez-vous sur le recensement biométrique et les incitations fiscales? Le recensement biométrique, malheureusement, a pris beaucoup de temps, pour des raisons que nous connaissons tous, parce que les gens n'ont pas envie que l'on sache exactement combien de personnes nous payons. Je voudrais rappeler quand même que jusqu'en 2005-2006, on avait environ 60 000 fonctionnaires qui émargeaient au budget de l'État. Avec les événements que vous connaissez,
la démagogie aidant, cet effectif a doublé. Entre 2006 et 2013, nous avons aujourd'hui plus de 120 000 agents qui sont payés par le budget de l'État. Sans qu'il y ait des concours particuliers qui soient organisés pour recruter. On affecte simplement le personnel. Nous-mêmes, au ministère de l'Économie et des Finances, on a reçu régulièrement, jusqu'à l'année dernière, justement des contingents qu'on nous envoyait dans ce cadre-là, en disant, voilà, on vous envoie tel nombre de personnes, sans qu'on les demande et sans qu'on soit assuré que leur profil corresponde à nos besoins. Mais on est obligé de les payer. Bon. D'où la nécessité de faire ce recensement biométrique pour savoir combien nous sommes et quel est le profil des agents que nous avons. Vous le savez, beaucoup de personnes sont entrées dans la fonction publique avec une hiérarchie que vous connaissez, peut-être C ou peut-être même D, mais qui aujourd'hui, par différents subterfuges, se sont retrouvés à la hiérarchie A, avec un coût pour l'État. Donc tout cela, il faut décanter. Il faut décanter, et c'est là l'objectif de recensement biométrique. Mais ça a tardé parce que précisément, beaucoup de gens n'ont pas intérêt. Mais maintenant, je pense que l'opération est bien partie. Nous avons reçu un financement avec la Banque mondiale qui a dépêché des experts qui encadrent nos cadres à nous et qui devraient pouvoir lancer ces jours-ci cette opération pour que nous puissions enfin savoir combien nous avons de fonctionnaires, quelle est la vraie hiérarchie de ces fonctionnaires et combien on doit leur payer. C'est important. C'est important parce qu'il faut que nous puissions, avec les maigres ressources que nous avons, payer effectivement les gens qui existent. Et le cas échéant, augmenter leur salaire. Mais lorsque vous avez beaucoup d'effectifs qui ne sont pas réels, vous êtes obligé de payer tout le monde de manière généralisée. Et donc, c'est un peu le nivellement par le bas. Alors que si nous connaissons les effectifs réels, nous pouvons quand même augmenter le salaire et faire en sorte que les gens soient à l'aise et qu'ils puissent... Ça peut diminuer la corruption même. Ah, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Nous travaillons pour que le gouvernement puisse faire de son mieux dans les domaines où il a un avantage comparatif. C'est son droit, c'est son pouvoir régalien. Il faut qu'il s'occupe de sécurité, qu'il s'occupe de justice, qu'il s'occupe dans certaines mesures d'éducation, de santé, et personne ne le fera à la place de l'État. Lorsque les gens le font, ils ne font qu'accompagner l'État, car il s'agit là de véritables services publics. Mais le rôle de l'État peut aller pour faire les routes, dans certaines circonstances, l'énergie, les télécommunications dans certaines circonstances. Mais comme vous le savez, la notion de partenariat public-privé fait son chemin. Et fait son chemin même dans les secteurs qu'on considérait comme stratégiques, comme l'eau, comme l'électricité, comme les télécommunications. Dans beaucoup de pays, on a soit privatisé, soit amené l'État à avoir des partenaires privés dans ces secteurs-là. Mais surtout, l'État ne pouvant tout faire, il doit préparer le terrain pour que le privé prenne sa part dans le développement du pays. On dit que le secteur privé est le moteur de la croissance. Mais le privé, pour qu'il puisse travailler, il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il soit en paix, il faut qu'il ait confiance. Alors, c'est tous ces éléments qui constituent l'environnement de l'investissement. C'est la justice qui sache que lorsqu'il a un litige, que le litige sera tranché comme le prévoit la loi. C'est ça qu'on appelle la prévisibilité de la justice, la transparence. Il faut qu'il soit en sécurité, qu'il ne soit pas appréhendé par les forces de sécurité de manière désinvolte. Il faut que nos forces de sécurité soient efficaces, mais qu'elles soient discrètes. Que la douane ne s'en prenne pas de manière agressive au bien des voyageurs à l'aéroport, donc que la douane soit performante
mais qu'elle soit courtoise. Ça aussi, ça fait partie de l'environnement des affaires. Lorsque un voyageur entre dans le pays, il commence d'abord par rencontrer la douane et les polices de l'air. Donc s'il est bien traité, il a déjà une première impression. Donc la fiscalité également, la manière dont l'État prélève ses droits sur les opérateurs, cette fiscalité a un impact énorme, soit pour encourager, soit pour décourager. Et puis il y a ce que la loi dit, il y a la manière d'appliquer la loi. Même si vous avez de belles lois fiscales, si vous avez une administration fiscale agressive, cela également pose problème. Les investisseurs s'en vont. Voilà. Donc, on a en tout cas travaillé un texte pour corriger les dispositions du passé, pour faire en sorte que les investisseurs qui viennent en Guinée puissent trouver pratiquement les mêmes avantages qu'ils trouvent ailleurs. Mais il faut qu'on travaille pour que l'application de ces incitations soit également du même niveau de qualité que ce qui se trouve ailleurs. Le Code des investissements est un autre élément de l'environnement des affaires. Là également, il y a des progrès, il y a des projets qui ont été élaborés. Et dans ces projets, l'idée essentielle, c'est de faire en sorte que les autorisations, les agréments diminuent ou disparaissent. Comme vous le savez, ces autorisations étaient souvent l'occasion de fonds de commerce pour une bonne partie de l'administration. Alors qu'aujourd'hui, lorsque l'opérateur sait que c'est un système déclaratif, mais qui sera contrôlé, lui-même, il se prend au sérieux et il fait attention. C'est le rôle de l'APIP. Non, l'APIP, c'est l'accueil. L'APIP, c'est l'accueil. Mais c'est toute une série de structures administratives qui sont chargées d'appliquer le Code des investissements. La douane, les impôts sont concernés, l'APIP est concernée, les autres administrations qui délivrent des autorisations de construction sont également concernées. Donc, c'est tout cela, encore une fois, qui fait l'environnement des affaires. Il faut que celui qui veut investir, il regarde différents pays, il regarde la carte du monde, il regarde différents pays et il regarde la Guinée. Il voit en Guinée, c'est vrai, nous avons la bauxite, nous avons le fer, nous avons l'eau, mais en même temps, il regarde comment on fonctionne. Si notre fonctionnement est rassurant, il vient. Si ce n'est pas rassurant, il ne vient pas. Mais encore une fois, il ne vient pas seulement pour notre potentiel, il ne vient pas seulement pour les incitations fiscales, il vient sur tout un ensemble d'éléments. La manière dont on les accueille, la stabilité politique. On a commencé par ça. On a dit que lorsqu'il y a des remous dans un pays, les gens ne viennent pas. L'argent a peur du bruit. Monsieur le ministre, on va parler maintenant de notre sujet sur Abu Dhabi. Vous avez initié cette rencontre de taille. Quelle est l'idée qui vous a conduit justement à proposer ça au chef de l'État? D'abord, l'idée d'une conférence des bailleurs de fonds est une idée classique. Comme vous le savez, tous les gouvernements qui sont passés ont eu à organiser des conférences des bailleurs de fonds pour pouvoir présenter les problèmes du pays à nos partenaires traditionnels et obtenir des financements dans les domaines où l'État intervient. Alors la nouveauté, cette fois-ci, c'est qu'on a essayé de combiner la réunion des bailleurs de fonds avec une réunion des investisseurs. C'est ça la nouveauté. Pour des raisons que j'ai indiquées, parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Nous savons que notre État est un État qui n'est pas encore tout à fait fort et qu'il a besoin de relais sur le terrain pour que son programme de développement puisse être accompagné. D'où, donc, d'organiser une conférence à la fois des bailleurs traditionnels et des investisseurs. Maintenant, pour Abu Dhabi, nous avons également cherché des pays émergents. Comme vous le savez, lorsque vous regardez la carte du monde, vous vous rendez compte que les pays industrialisés aujourd'hui sont en difficulté pour des raisons que nous connaissons, avec les problèmes de l'euro, la crise de différents pays membres de l'Union européenne. Les États-Unis ont également leur lot de problèmes.
les pays émergents sont un peu, disons, le secteur où on peut encore chercher à avoir des marges de développement. On a choisi Abu Dhabi, c'est un pays tranquille, qui est presque à mi-chemin entre les pays occidentaux et les pays orientaux, qui n'a pas d'histoire avec nous et qui n'a pas d'histoire avec les autres pays et qui n'est pas un pays dont le nom évoque des problèmes politiques ou de rejet et qui en plus, ils sont bien gérés. Il y a des livres qui sont sortis, je crois que je vais vous passer ce livre-là, où le titre de ce livre, c'est « De simple rat à riche ». Donc ces pays-là, ce pays qu'on appelle Abu Dhabi, était un pays de simples pêcheurs il y a à peine 40 ans. Simples pêcheurs. Parce qu'Abu Dhabi est en fait la capitale, mais ça comporte Dubaï et beaucoup d'autres. C'est évident en fait. Voilà. Alors, Abu Dhabi avait du pétrole, mais ce pétrole-là, il faut le développer. Alors que Dubaï, eux, ils n'avaient rien du tout. C'était le rocher. Donc, ils ont réfléchi et ils ont trouvé un modèle qui leur permette d'attirer les investisseurs, d'attirer la main-d'œuvre, mais aussi de bien utiliser les ressources qui leur sont propres. Monsieur le ministre, comment vous avez procédé justement pour réunir tout ce monde à Abu Dhabi? On sait simplement que le président s'était rendu à Paris, en Arabie Saoudite et même à Abu Dhabi à un moment. Mais tous ces investisseurs-là, quel est votre secret? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de secret. D'abord, une conférence se prépare. Comme vous avez dit, le président lui-même s'est impliqué dans la préparation. On a tissé des relations avec les plus hautes autorités de Abu Dhabi. Le président y a été plusieurs fois et il a rencontré toutes les hautes autorités pour s'assurer qu'ils sont prêts à accueillir la conférence et qu'ils sont prêts à nous accompagner. Donc lorsque cet endroit est choisi, il faut maintenant faire venir les gens. Pour faire venir les gens, il faut aussi que la Guinée évoque quelque chose. Donc ce n'est pas un secret. C'est d'abord le potentiel de la Guinée, mais tout ce que nous avons fait au cours des 3 dernières années, tout ce qui a été fait sous l'égide du professeur Alpha Condé, où nous avons eu à sortir d'une situation extrêmement difficile, que personne ne pouvait imaginer qu'on allait réaliser ces prouesses-là, faire en sorte qu'il y ait la stabilité sur le plan militaire, qu'il puisse y avoir le dialogue avec l'armée pour que les forces armées acceptent d'entrer dans le processus que le président avait dégagé, que nous puissions stabiliser l'économie, faire baisser progressivement l'inflation, que nous commencions à faire des réformes structurelles sur le plan minier, sur le plan des finances publiques, et que nous puissions relancer l'agriculture et également commencer la construction d'un grand barrage. Donc tout cela faisait partie de ce que le professeur appelait Guinée is back. Donc ce sigle-là, ce mot d'ordre, a résonné dans les oreilles de différentes personnes. Et bien entendu, le reste, c'est les relations personnelles qu'on a tissées et qui ont pu nous aider à faire venir les personnes. Le professeur lui-même a pu faire venir ses propres amis, comme Tony Blair, comme vous avez vu, M. Bernard Kouchner, Mme Obi, qui était l'ancienne vice-présidente de la Banque mondiale, et j'en passe. Mais l'engouement était tel que les grands patrons du projet Simandou ont cru devoir être présents. Le patron de Rio Tinto, M. Sam Walsh, a décidé de venir. Le grand patron de Chinalco a décidé de venir parce que Abu Dhabi, c'est là où il fallait être en ce moment-là, pour faire comprendre qu'on est avec la Guinée, qu'on est déterminé à accompagner ce projet-là. Bien entendu, il fallait qu'on choisisse également des personnes ressources qui pouvaient animer les débats. Et là également, c'est une nouveauté. Parce que d'habitude, on fait des conférences de bailleurs de fonds où il y a une sorte de tradition. Les bailleurs de fonds sont d'un côté et ils viennent faire leur déclaration et à la fin de la journée, c'est terminé. Alors que là, on a essayé de faire en sorte qu'on combine. C'était de l'interactif en fait. C'était interactif. Donc il y avait une sorte de forum économique également là-dedans. Donc ça aussi, ça a intéressé les gens.
Donc on a choisi des personnes qui, même s'ils n'amènent pas de l'argent, mais ils amènent leur intelligence, ils amènent leur aura. Et ils motivent les autres. Et ils donnent la crédibilité à la conférence. On avait compté sur 300 personnes, on avait plus de 600 personnes. Le jour de l'ouverture, vous avez vu, il y a des personnes qui n'ont pas pu entrer dans la salle. Donc ça également, je pense que c'est tout ça à mettre au compte du gouvernement, du professeur, et on est condamné à réussir. Parce que là, on a mis la barre très haut. Les gens maintenant savent c'est qui la Guinée. En tout cas, sur ce que nous avons expliqué là-bas, on nous avons expliqué que nous avons un grand potentiel, que nous sommes gentils, qu'on est prêt à les accueillir. Mais il faut qu'ils viennent. Et quand ils vont venir, il faut qu'ils trouvent également que ce que nous avons dit là-bas correspond à la réalité. Et c'est pour cela que nous avons décidé, le gouvernement a décidé d'organiser maintenant un forum en Guinée uniquement pour les investisseurs, pour qu'ils viennent voir leurs propres yeux tout ce qu'on leur a indiqué là-bas comme potentialité, comme opportunité d'investissement. C'est pour cela qu'on a dit qu'on a amené la Guinée au monde. Maintenant, on veut amener le monde à la Guinée. Là, il faut qu'ils trouvent la Guinée. Que la Guinée est comme ils l'ont rêvé. Mais est-ce qu'on peut savoir les résultats obtenus à Abu Dhabi? Et est-ce qu'il y a maintenant un comité de suivi pour justement appliquer les résultats de cette conférence? Je pense que les résultats d'Abu Dhabi sont multiples. Alors, je ne sais pas de quels résultats vous parlez. Moi, je peux imaginer... Non, les financements, je parle des financements. Ah oui, bon. Bah sinon, les résultats d'Abu Dhabi, ce n'est pas seulement les financements. Même si on n'avait pas eu de financement, le simple fait qu'on a eu cette affluence du beau monde, pour moi, c'est un succès. Cette participation massive des grandes sociétés, des grands intellectuels africains et étrangers, à mon avis, c'est l'un des premiers succès. Beaucoup de personnes ont parlé, ils n'ont pas amené d'argent, mais ils ont soutenu la Guinée. La CEDEAO a parlé. La CEDEAO n'a pas amené de l'argent, mais elle a soutenu la Guinée surtout en disant que le développement de la Guinée, c'est le développement de l'ensemble de la sous-région. Parce que le potentiel de la Guinée n'intéresse pas seulement les Guinéens, mais intéresse tout le monde. Donc je dis que le succès, c'est d'abord ça. Le fait qu'on a mis la Guinée sur la carte du monde. Ça, je pense, c'est un résultat beaucoup plus important que les montants qui ont été annoncés et qui, en fait, sont nettement inférieurs aux possibilités d'investissement qui peuvent être des retombées d'Abu Dhabi. On a parlé de 6 milliards de dollars. C'est très important. Mais je pense que les retombées réelles pourraient être beaucoup plus grandes. Imaginez, si le projet de Simandou, demain, peut être réalisé, parce que nous avons réussi à créer à Abu Dhabi une sorte d'atmosphère de confiance entre les partenaires de Simandou et nous-mêmes. Nous sommes maintenant en train de travailler pour mettre en place le cadre d'investissement pour que ce projet puisse enfin se réaliser. Un projet qui vaut plus de 20 milliards de dollars. C'est plus que 6 milliards. Donc les retombées, on peut les citer. Il y a les retombées immédiates, ça on peut dire oui, c'est 6 milliards. Mais les retombées à moyen terme, c'est beaucoup plus important. Maintenant, nous avons commencé à entrer en contact avec tous les partenaires qui ont fait des annonces pour leur demander de structurer leurs annonces. Tout à l'heure, je viens de quitter M. le Président de la République, où je lui ai présenté les tableaux que nous avons confectionnés sur la base des annonces des partenaires. Et ce tableau reste encore à compléter. Lorsqu'il sera complet et qu'on aura une idée précise des différents points d'application des financements des partenaires, en ce moment, on va mettre en place des comités pour mieux travailler, d'abord entre nous et ensuite entre les partenaires. Je vous informe que nous avons déjà eu 2 réunions. Une réunion avec tous les partenaires présents à Conakry pour tirer les leçons d'Abu Dhabi, où on s'est mis d'accord d'une meilleure coordination entre eux, parce qu'ils ont des groupes thématiques, et une meilleure coordination entre eux et nous. Nous avons ensuite rencontré le secteur privé. Là également, c'est un enchantement. Le secteur privé, c'est comme si il s'est réveillé à Abu Dhabi. Là également, c'est un résultat. C'est un résultat. Aujourd'hui, ils sont en contact entre eux pour créer une synergie
entre toutes leurs organisations et devenir un. Je ne dis pas qu'ils vont supprimer tous les patronats, mais pour regarder dans la même direction. Ça aussi, c'est un résultat d'Abu Dhabi. Et nous avons décidé ensemble de créer une cellule de réflexion entre le secteur privé et le gouvernement pour favoriser ce dialogue et voir comment le secteur privé peut mieux prendre sa place dans la croissance du pays. Monsieur le ministre, le dernier sujet sur lequel nous allons discuter, c'est la session budgétaire qui est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. Oui. Rapidement, est-ce qu'il y a des particularités par rapport aux années précédentes? Les particularités, d'abord, c'est le fait que nous avons présenté le budget au CNT et pas à l'Assemblée nationale qui a été élue. Mais là également, on a eu à s'expliquer. Nous avons analysé les calendriers des lois organiques et le temps passant, on s'est rendu compte que le Parlement n'aurait pas la chance d'être opérationnel avant au moins 1 mois et demi à 2 mois. Est-ce que la Guinée peut attendre ces 2 mois pour pouvoir commencer à financer ses investissements? Est-ce qu'on va recommencer à travailler sur la base d'un 12e? Le gouvernement a estimé, en son âme et conscience, parce que finalement, gouverner c'est décider. Naturellement. Gouverner c'est décider. Nous sommes en charge de la vie des millions de personnes. Si ça ne va pas, ce n'est pas l'opposition qui va en répondre, c'est nous. Donc le gouvernement a décidé, bien sûr avec des concertations, qu'il fallait certainement présenter ce budget au CNT. Mais il sera possible, dans le courant de l'année 2014, de faire en sorte que, si en tout cas les circonstances l'exigent, que nous puissions travailler sur une loi rectificative des finances avec le nouveau Parlement. Donc cela, c'est une première particularité de ce processus budgétaire de cette année. La seconde, c'est que si les projections qu'on avait l'année dernière s'étaient révélées correctes, on aurait dû avoir cette année beaucoup plus de recettes et donc beaucoup plus de dépenses. Donc je pense qu'on est légèrement en retrait par rapport à ce qu'on espérait. On est toujours légèrement en dessous des 20% des recettes par rapport au PIB, alors qu'on était déjà arrivé à 20% et on était censé aller au-delà. Mais je pense que ce n'est qu'un petit repli, parce que comme je l'ai dit à l'Assemblée, l'année 2014 devrait être l'année de la relance de la croissance. Avec tous les projets qui sont en pointillés, pour le moment qu'on ne peut pas mettre dans le cadre de l'environnement général, parce que les dates de démarrage de ces projets ne sont pas tout à fait connues. Par exemple, pour Simandou, nous sommes encore en train de discuter du cadre d'investissement. Donc on peut finir les discussions à la fin du mois de février, comme on peut finir à la fin du mois de mars, auquel cas le démarrage des activités pourrait avoir lieu dans le courant du 2e trimestre. Mais tout cela, c'est en pointillé. La même chose pour les projets qui viennent d'être signés à Abu Dhabi, le projet GAC Global Alumina, où là également, il faut affiner les études pour avoir un business plan qui tienne la route. Si tous ces projets entraient réellement en activité, je suis certain que le profil de croissance de l'année pourrait s'en trouver changé. C'est pour cela également, je pense qu'il s'agit d'une approche que je pourrais dire conservatrice. Nous aurions pu dire on va avoir plus de 20, 22%, 23% de recettes par rapport au PIB, mais nous avons été prudents. Mieux vaut être prudent sur les recettes. Si maintenant, dans la réalité, vous avez des recettes plus importantes, c'est une bonne surprise. Vous vous adaptez. Vous adaptez en remontant le niveau des dépenses. Donc là également, je pense que cette prudence du gouvernement doit pouvoir être saluée. Sinon, on aurait pu tromper les citoyens en disant, écoutez, cette année, nous comptons avoir 23% de recettes par rapport au PIB. On a dit non. On essaye de suivre la tendance qui sort de 2013. Et cette tendance est une tendance qui est pour l'instant morose. Et si on la suit, on est obligé d'être prudent.
Aujourd'hui, les Guinéens ont le regard tourné vers le gouvernement après les acquis de 2013. Est-ce que, selon vous, vous qui gérez l'économie et les finances de la Guinée, est-ce que vous pouvez regarder les Guinéens aujourd'hui et leur promettre un espoir pour 2014, pour une meilleure vie en Guinée, Monsieur le ministre? Écoutez, j'ai dit à l'Assemblée que l'année 2014 s'ouvre sur un contexte plus favorable que 2013. D'abord, l'atmosphère d'Abu Dhabi nous accompagne. L'atmosphère de l'ECI a encore mis la Guinée encore un peu plus haut. Les projets dont je viens de parler également s'annoncent comme étant des éléments qui pourraient venir fouetter la croissance. Bien entendu, tout cela, c'est un pointillé. Mais il faut que dans la réalité, nous fassions en sorte que notre gestion soit à la hauteur. Que les réformes que nous avons commencées soient poursuivies. Les réformes structurelles sur l'énergie, car il faut l'énergie pour que tout puisse fonctionner. Il faut les routes pour que tout le monde puisse bien circuler. Pour que lorsque les paysans produisent, ils puissent évacuer. Nous avons ces programmes pour l'énergie. Nous avons loué des équipements pour pouvoir maintenir la production électrique. Mais il faut que nous puissions faire en sorte que nous améliorions la gouvernance de EDG pour qu'elle soit capable non seulement de gérer l'existant, mais d'être capable demain de gérer le barrage de Caleta qui va sortir et d'autres barrages encore. Alors, le gouvernement est entré en contact avec différents partenaires pour faire venir des professionnels qui auraient des contrats de gestion pour nous aider à gérer dans un premier temps EDG, quitte à ce qu'après, ils deviennent des partenaires pleins. Donc, je peux dire que... Est-ce qu'on part vers une privatisation de EDG? Non, il y a des partenaires pleins. Okay. Partenaires, c'est-à-dire ils sont associés au gouvernement. Parce qu'il n'est pas question que le gouvernement se retire. Parce que les subventions ont continué à monter. On était à 250 milliards en début d'année 2013. On a fini l'année à plus de 400 milliards qu'on est obligé de reconduire pour 2014. Sans compter que l'État a été obligé de garantir les dettes de EDG vis-à-vis des fournisseurs de pétrole pour que ces fournisseurs continuent à lui donner du carburant. Il y a beaucoup de choses dans l'électricité, M. Condé. C'est compliqué. Hein? Vous savez, comme on dit, le poisson sous l'eau, il fait beaucoup de travail, il est en sueur, mais ça ne se voit pas. Hein? Le gouvernement sue, mais ça ne se voit pas. Il fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est un optimisme mesuré que je voudrais inviter mes compatriotes à avoir. Optimisme mesuré sur la base de ces constats, mais il faut que cet optimisme puisse être transformé par notre travail, par notre manière de coopérer, de dialoguer d'abord entre nous et de dialoguer avec les investisseurs étrangers. Et quand ils viennent, qu'ils trouvent que les Guinéens veulent les accueillir. Nous voulons organiser une conférence des investisseurs. Quand ils vont venir, quel sera notre comportement? Il faut que ce soit un comportement d'ouverture. Qu'on ne se tape pas la poitrine en disant c'est chez nous, comme on a l'habitude de dire. C'est chez nous, depuis combien d'années? Mais on n'a pas développé. Donc, de grâce, qu'on soit ouvert envers les autres, qu'on les accepte. On a besoin d'eux. Et ils ont besoin de nous, ils le disent. Mais il faut que nous aussi, on se dise que la Guinée n'est pas le centre du monde. Que la Guinée est un tout petit pays qui a la chance d'avoir un grand potentiel. Mais ce potentiel-là, pour qu'il devienne réalité, il faut que nous acceptions de coopérer avec les autres. Monsieur le ministre, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas. Ouais. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, j'espère que ce débat à bâton rompu, sans langue de bois avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, vous a servi et souhaitons que l'année 2014 soit véritablement l'année de relance de l'économie nationale. Merci à son Excellence M. Kerfala Yansane, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Merci également à M. Boubacar Ba d'être venu dans cette émission spéciale de la télévision nationale. À vous, amis téléspectateurs,
où que vous soyez à travers le monde, merci d'être avec nous. Bonjour chez vous.